Tour Chanteclair vous invite à la découverte du Portugal, pays des navigateurs et du fado. Le Portugal possède une diversité de paysages. Au nord, les panoramas de la vallée du Douro, sculptés par les vignobles du fameux vin de Porto. Au centre, les petits ports de pêche aux barques colorées. Puis, au sud, les criques d'émeraude, surplombées par les falaises rouges de l'Algarve. Agréable en toute saison, le Portugal séduit tant par sa douceur de vivre, ses jardins enchanteurs, son riche patrimoine architectural, que par ses plages et ses terrains de golf de renommée internationale. Situé à l'extrême ouest de la péninsule ibérique, le Portugal est délimité au nord et à l'est par l'Espagne, au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. Il comprend également les archipels des Açores et Madère, situés dans l'océan Atlantique. Le climat du Portugal est méditerranéen, tempéré par l'influence de l'Atlantique. Les mois froids sont généralement janvier et février. Évidemment, rien de comparable à la rigueur de nos hivers québécois. Juillet et août sont les mois les plus chauds et les plus secs. Deux saisons y sont privilégiées. Le printemps est l'époque des maisons fleuries, des paysages verdoyants et des cérémonies de la Semaine sainte très importantes encore de nos jours. L'automne est le moment des vendanges, période idéale pour voir toute l'activité vinicole. Au 15e et 16e siècle, le Portugal fut un important joueur économique et culturel, possédant un vaste empire colonial en Afrique, en Asie et au Brésil. Les grandes découvertes demeurent un motif d'orgueil pour les Portugais et on dit là-bas que le Portugal donna de nouveaux mondes au monde. Vasco de Gama, qui ouvre la route des Indes, Magellan, qui réalise le premier tour du monde, sont parmi les plus illustres explorateurs d'origine portugaise. Lisbonne, capitale du Portugal, est située dans l'estuaire du Tage. Bien qu'elle ne compte que 850 000 citoyens dans ses quartiers, l'agglomération métropolitaine regroupe 3 millions d'habitants. Cette ville fut le port d'attache des grands navigateurs et est aujourd'hui une capitale moderne et prestigieuse. Installée sur 7 collines surplombant le Tage, Lisbonne est une ville hautement pittoresque qui révèle de nombreux belvédères bien aménagés, composant des haltes pour admirer le paysage urbain. Elle compte de nombreux quartiers très typés qui, souvent, mélangent les genres somnolents ou actifs, chics ou populaires. Le Mirador San Pedro de Alcântara et son jardin ombragé offrent une magnifique vue du quartier Baixa et du château Saint-Georges. Après le tremblement de terre de 1755, la ville fut reconstruite selon les plans du marquis de Pombal, un important architecte. Voilà pourquoi le centre de la ville reconstruit s'appelle la Baixia Pombal. C'est le quartier traditionnellement commerçant et le centre névralgique de Lisbonne, très animé durant la journée. Le quartier Bairro Alto est un quartier populaire, le jour et branché la nuit. Bars, discothèques et boutiques, de jeunes créateurs en ont fait l'endroit à la mode et le centre de la vie nocturne moderne de Lisbonne. Le château Saint-Georges est situé dans le quartier Almafa, le plus connu et le plus ancien de la ville, épargné par le séisme de 1755. Dans le quartier Alfama, on trouve la majorité des cafés-concerts de fado où on peut écouter les chansons autour d'un verre de vin ou d'un dîner. Le fado parle des amours inaccomplis, des départs, d'un destin contre lequel on ne peut rien. C'est un chant langoureux, nostalgique. Amalia Rodrigues est considérée à ce jour comme le plus grand interprète de ce chant qui est devenu le symbole musical du Portugal. Le quartier de Belém, Bethléem en portugais, mérite à lui seul un important arrêt, puisqu'il possède de grands chefs-d'œuvre d'architecture. La tour de Belém, élégante forteresse, fut érigée au 16e siècle
au milieu du Tage pour défendre son embouchure. Ce bijou architectural est orné de loggias qui évoquent Venise et aussi de dômes qui rappellent le Maroc où avait séjourné son architecte. Le monument des découvertes, élevé en 1960, haut de 52 mètres, représente une proue de navire sur laquelle Henri le navigateur ouvre la voie à une foule importante de personnages historiques. Le sommet du monument offre une vue magnifique sur le Tage et de cette hauteur, on peut aussi admirer la mosaïque en marbre qui se trouve à ses pieds et le mappemonde au centre d'une rose des vents. Le monastère des Géronimos, ordre de Saint-Jérôme, est considéré comme la pièce maîtresse de l'art manuelin qui glorifiait les grandes découvertes au moment où Vasco de Gama rentrait des Indes. La beauté du bâtiment tient à la qualité de la pierre douce et claire, mais aussi à la richesse des moulures aux motifs marins. On peut y visiter l'église Sainte-Marie, le cloître, ainsi que la galerie qui abrite le Musée national d'archéologie. Quand, quittant Lisbonne, vous empruntez le pont du 25 avril, premier pont à enjamber le Tage, inauguré en 1966. Depuis 1998, le majestueux pont Vasco de Gama permet lui aussi de franchir le Tage en évitant le centre de Lisbonne. Avec ses 18 km, c'est le plus long pont d'Europe. À 25 km au nord de Lisbonne, voici Sintra et ses jardins luxuriants, ses palais de contes de fées et ses quintas, villas élégantes dissimulées dans la fraîcheur de la forêt. Classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'unanimité, Sintra fut pendant 6 siècles le havre de paix préféré des souverains portugais et des élites aristocratiques. Le palais royal doit sa structure hétéroclite aux différentes additions faites au bâtiment central au cours du temps. Très fréquenté, surtout la fin de semaine, Sintra a vu s'installer des antiquaires, des boutiques élégantes, des restaurants haut de gamme. C'est une des destinations préférées du jet-set portugais. Le petit port de Nazaré bénéficie d'une plage de sable dominée par une falaise abrupte. La ville était autrefois célèbre pour les costumes de ses pêcheurs qui revenaient de la pêche, attendus par leurs épouses. Les pêcheurs étaient vêtus d'une chemise et pantalon à carreaux, coiffés d'un bonnet de laine, et leurs épouses étaient toutes vêtues de noir, sauf 7 jupons superposés de couleurs différentes. Les légendes ont la vie longue à Nazaré. En septembre 1182, on dit que le seigneur de Nazaré poursuivait à cheval un cerf qui culbuta soudain dans le vide du haut de la falaise. Alors que le cheval allait faire de même, le Seigneur implora Notre-Dame de Nazareth, et l'animal fit volte-face, sauvant ainsi son cavalier, qui s'empressa de faire construire la chapelle de la mémoire, située près du belvédère, surplombant la mer. Plus au nord, la ville de Fatima nous rappelle les multiples apparitions de la Vierge à 3 jeunes bergers le 13 mai 1917. En pleine guerre mondiale, la Vierge répète avec insistance un appel à la paix lors des apparitions suivantes, chaque 13e jour entre les mois de mai et octobre. Depuis, Fatima est devenu le sanctuaire catholique le plus important du pays et des fidèles du monde entier s'y rassemblent en grand pèlerinage, en particulier à ces dates. À mi-chemin entre Lisbonne et Porto, voici Coimbra, ancienne ville capitale du Portugal. Dominée par la hauteur de sa vieille université, Coimbra s'accroche au versant d'une colline baignée par le Mondego. Bien que la ville se soit entourée de quartiers modernes ces dernières années, on retrouve dans le centre la partie haute, traditionnellement le quartier universitaire, ainsi que la ville basse où s'établirent les commerces. Cette petite ville de moins de 150 000 habitants mérite d'être visitée à pied pour la richesse de ses édifices et de ses jardins, ainsi que par l'animation intense d'une ville estudiantine.
Célèbre dans le monde entier par les fameux vins auxquels elle a donné son nom, Porto apparaît radieuse et colorée sous le soleil, avec ses demeures accrochées au versant du Douro, le fleuve qui termine ici son parcours à travers l'Espagne et le Portugal. Longtemps rivale de Lisbonne, la ville a fièrement vu son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Dès le 14e siècle, certains vins de la région étaient exportés en Angleterre. Puis, au 17e siècle, les Portugais accordent aux Anglais des privilèges commerciaux en échange de leur aide contre les Espagnols. En réalisant le marché qui leur échappait, le roi Joseph Ier, avec l'aide du marquis de Pombal, créa une compagnie d'agriculture des vins, des vignes du Douro, pour fixer le prix à l'exportation et délimiter le territoire du Porto. Ceci explique la popularité du Porto chez les Britanniques depuis si longtemps. Si le Portugal fascine les voyageurs épris d'histoire et d'architecture, c'est aussi un pays qui choisit pour la diversité des sports qu'on y pratique en toute saison. Du nord au sud, le littoral portugais n'est qu'une succession de plages qui attirent les voyageurs étrangers par leur doux climat, dont la moyenne de température est de 17 en hiver et de 23 degrés en été. La voile et la planche à voile sont très répandues, sont pratiquées surtout sur le littoral d'Estoril, près de Cascais et Sintra, et sur les plages de l'Algarve au sud. Des régates et des compétitions nautiques internationales sont organisées dans les grandes stations, qui sont également d'excellents lieux pour la plongée sous-marine. La douceur du climat et les nombreux terrains de golf de haut niveau du Portugal, en particulier ceux de l'Algarve, réputés dans le monde entier, permettent de pratiquer le golf toute l'année. Ceci explique l'engouement des voyageurs des pays nordiques européens et des Américains du Nord pour y passer les durs mois d'hiver. Les stations balnéaires de Praia da Rocha, d'Albufeira et de Vilma Moura se sont développées en vue de cette clientèle hivernale qui préfère des appartements ou des villas pour y passer les mois de janvier à avril. Au fil des ans, ils ont construit de vastes complexes touristiques le long de leurs plages où les appartements voisinent restaurants, hôtels, marinas et casinos, sans oublier de nombreux terrains de golf. Pour ce qui est de la gastronomie portugaise, les repas comptent généralement plusieurs plats, préparés à l'huile d'olive, à l'ail et relevés par les aromates comme le romarin, le laurier et la coriandre. Le Portugal est le pays d'Europe qui a la plus grande consommation de poissons par habitant. Par conséquent, une grande partie de la cuisine portugaise comprend des plats à base de poissons, sardines grillées, thon de l'Algarve, lotte de l'Atlantique. La morue est le poisson le plus populaire et même le plat traditionnel de Noël. Les fruits de mer et les poulpes sont abondantes et garnissent de nombreux plats, dont la cataplana, préparée à base de divers coquillages agrémentés d'aromates, de tomates et de saucisses. Ces mets s'accompagneront agréablement de bons vins portugais, qu'ils soient rouges écorsés comme le Douro, blanc d'Ao ou vieux de Mateus. La richesse de l'artisanat portugais est séduisante et les prix modérés. Du nord au sud, la variété s'exprimera dans la couleur et les matières naturelles. Dans ces souvenirs, c'est un peu du Portugal que vous souhaiterez rapporter avec vous. Le Portugal est un pays attachant, simple et son peuple doux et réservé. Cette douceur qu'on entend dans les fados d'Amalia Rodrigues, qu'on retrouve aussi dans les courses de taureaux, les touradas durant lesquelles, contrairement aux corridas, le taureau n'est jamais tué, mais n'exerce qu'un spectacle d'adresse avec l'homme. Tour Chantecler propose le Portugal de multiples façons, et ce depuis de nombreuses années. En circuit groupe, accompagné par des guides professionnels et érudits, vous avez droit de visiter le pays seul ou combiné avec l'Espagne, son voisin immédiat. Si le voyage individuel convient mieux à votre mode de vacances, des itinéraires sont disponibles pour explorer en voiture le pays du nord au sud. Enfin, si vous désirez vous évader de l'hiver, les stations balnéaires de l'Algarve peuvent être une douce escapade de
chaleureux d'hiver. Peu importe la formule et la saison choisie, Tour Chanteclair est la solution à votre portée pour découvrir ce doux pays qu'est le Portugal. Quand partez-vous?